Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Fédération de la chimie internationale, Monsieur le Vice-président de la CGM, Monsieur le Président des fédérations, Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'Industrie, Monsieur le Directeur de l'énergie, des énergies renouvelables du ministère de la Transition énergétique. D'abord, je voudrais dire que je suis heureux d'être là parce que je suis un peu dans mon ancienne famille et moi-même démarré dans l'industrie chimique. D'abord, de par ma formation initiale, mais aussi de par plus d'une dizaine d'années passées à la SLEP, la période où elle appartenait encore à l'État et où beaucoup de développement s'était fait à ce moment. Alors, aujourd'hui, j'ai préféré parler des opportunités industrielles parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, je vais dire sans méchanceté, ce que je pense de ce que nous avons fait dans les énergies renouvelables, ayant été partie prenante lorsque j'étais secrétaire général du ministère de l'Énergie. Notre ambition était qu'autour des énergies renouvelables, on ait une vraie industrie, un vrai écosystème industriel qui devait naître autour de nos projets. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je ne vais pas m'étendre sur cela. Et aujourd'hui, l'hydrogène semble donner, de mon point de vue, une opportunité importante dans le domaine du développement industriel. Alors, comme vous le savez, il a été créé une commission nationale de l'hydrogène vert qui a mis en place une feuille de route qui définit sur un certain nombre d'années les différentes étapes sur lesquelles notre industrie devra se développer. La première, et évidemment c'est la plus importante pour démarrer, c'est la partie ammoniaque pour le RECP. Et ça, dès maintenant, effectivement, les engrais vont jouer un rôle important. Et il faudrait que vers 2030, on ait déjà atteint cette possibilité de production. Ensuite, en deuxième, dans cette première phase, il y a l'industrie, donc qui concerne aussi bien les fertilisants que toute cette partie raffinage et partie chaleur. Ensuite, une partie transport, mais qui est un peu plus lointaine. Tout ce qui est mobilité va être un peu plus lointain. Et une étape qui sera plus dédiée à l'export, que ce soit de l'export d'énergie, de l'export de produits transformés à partir d'hydrogène, et ensuite de secteurs qui peuvent faire partie aussi de l'utilisation de l'hydrogène, à savoir le stockage de l'électricité et son exportation, ainsi que les applications domestiques. Alors, la chaîne de valeur de l'hydrogène, comme vous savez, aujourd'hui, on utilise beaucoup d'hydrogène qu'on appelle gris, parce qu'il est issu du gaz naturel, et avec beaucoup de CO2 relâché dans l'atmosphère, avec des applications différentes dans l'industriel, chimique et électronique. Le futur pour l'hydrogène vert est à peu près sur les mêmes secteurs, à la différence près que ça nécessitera beaucoup d'eau, et donc il va falloir beaucoup dessaler, avoir beaucoup d'installations de dessalement. Alors, évidemment, quand on commence à fabriquer de l'hydrogène, il nous faut de l'électricité. Et là, comme vous le voyez, il y a une partie qui est de l'énergie renouvelable, que ce soit de l'éolien ou du solaire, peut-être même de la biomasse. Vous connaissez tous le potentiel qui existe au Maroc, 20 000 gigawatts potentiels en solaire et 6 000 gigawatts potentiels en éolien. On passera par une phase d'électrolyse qui va utiliser cette électricité. Et le produit hydrogène qui sera dans l'output, évidemment,
va être fabriqué à partir de ces électrolyseurs. Là, je vous ai mis quelques chiffres qui, de mon point de vue, sont assez significatifs avec les CAPEX pour l'électrolyse sur la période jusqu'à 2030, 2040 et 2050, et en face, les CAPEX nécessaires pour la partie électrolyse. Alors cet hydrogène, évidemment, est assez difficile à stocker et à transporter. Donc soit on le stocke, et là ça se fait sur très haute pression, soit on le transforme en ammoniac ou autre produit de manière à le rendre plus transportable et plus facilement exportable ou utilisable. Et nous avons 2 ou 3 types de conversion que l'on peut faire, soit sous forme d'ammoniac, soit sous forme de carburant synthétique, soit sous forme de ce qu'on appelle LOHC, donc le Liquid Organic Hydrogen Carburant. Alors là, je voudrais juste m'attarder très rapidement sur le potentiel industriel qui peut être un potentiel pour nos industriels marocains, tout ce qui est compresseur, piping, pompe, électronique de puissance, la gestion des flux gazeux, les échangeurs et les gaz utilisés dans les applications médicales ou autres. Ensuite, vous avez une étape qui est plus sur la partie logistique, aussi bien en termes de stockage qu'en termes de transport par pipe, transport maritime, par train et par camion. Et là, vous avez un graphe qui montre l'efficacité en termes de coût en fonction des distances à parcourir. Évidemment, quand c'est des distances qui vont jusqu'à peu près 1500 km, c'est le piping qui est privilégié. Ensuite, quand c'est sous forme liquide, on peut aller jusqu'à à peu près 5000 km et au-delà. Celle qui est le moins coûteux, c'est le transport d'un produit transformé. Dans le cas de figure, là, c'est de l'ammoniac. Et ça, c'est la dernière étape, qui sont les applications. Alors, c'est les applications aussi bien dans le transport, dans l'industrie, dans l'acier, pour les inertages et pour la fabrication et la pré-réduction du minerai de fer, dans l'industrie chimique et pétrochimique, et ensuite dans tout ce qui est manufacture et fabrication d'ordre général, notamment sous forme d'énergie. Alors, le Maroc, évidemment, a une forte ambition dans ce domaine, puisqu'on estime que vers 2030, on peut, sur les 600 TWh qui représentent la partie énergétique de l'hydrogène, capter à peu près 4%, à savoir 22 TWh, et multiplier par 10 ce chiffre-là à horizon 2050 pour arriver à 220 TWh qui représenteront que 1% des 20 000 TWh mondiaux. Alors là, pour conclure, j'ai été très vite parce qu'on m'a donné 10 minutes. Donc, pour conclure, j'ai pris 2 cas. 2 cas pour illustrer, c'est les applications dans le domaine de l'acier. Vous avez là un tableau qui donne les besoins en eau et les besoins en énergie et les CAPEX qui sont nécessaires dans chaque cas. Et là, on est en train de parler de l'utilisation pour la fabrication de minerais très réduits de fer qui est maintenant utilisé de plus en plus dans l'industrie sidérurgique. Et le deuxième cas, c'est alors, là, il y a c'était l'ammoniac, le deuxième cas.
Et là aussi, je fais le même tableau pour les applications de l'hydrogène dans le cas de l'ammoniac. Les besoins en énergie sont de 20 TWh et 6 millions de mètres cubes nécessaires d'eau, avec des capex en énergie de 70 à 100 milliards de dirhams et des capex d'à peu près 1 milliard de dirhams pour l'eau. Et ça développe des chiffres d'affaires de l'ordre de 10 milliards de dirhams uniquement sur la partie ammoniaque. Je suis en train de leur faire peur avec les capex, comme ça, mais vous pouvez le faire. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, je m'arrête là. Je voulais juste décrire très rapidement cette chaîne de valeur, les opportunités qui existent. Il y a de la chimie partout, tout au long de la chaîne, clairement. Et il y a de vraies opportunités aussi sur l'utilisation en transformation, notamment dans tout ce qui est méthanol. Et qui dit méthanol, tout un ensemble de produits chimiques, formaldéhyde, tout un ensemble sur des plastiques. Et puis vous avez l'utilisation dans le verre, pour tout ce qui est réduction et dans le domaine du verre plat. Donc il y a de la chimie partout. Il y a tout ce qui est carburant synthétique. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. Donc la chimie est partout. Et je pense que c'est peut-être la vie ou pas, comme vous l'avez répété tous les deux, il y a de la chimie partout. Merci beaucoup.